Il y a des gens qui arrivent de la brousse, de très loin, qui ont marché pendant 3 jours pour venir se faire soigner. Et malheureusement, il y en a qui arrivent quand on a tout emballé. Et là, ça fait mal au cœur. Si on était salarié, on ne ferait jamais ça. On n'accepterait pas. Mais ici, on est bénévole et on est tous volontaires. Je peux rien faire. À mon avis, chaque médecin a une face cachée de l'humanitaire, qu'il suffit simplement de titiller un tout petit peu pour qu'elle se révèle au grand jour. Je pense que je continuerai à faire ce travail jusqu'à ce que mes mains tremblent. Le jour où mes mains vont commencer à trembler, je pense qu'à ce moment-là, j'arrêterai d'opérer. Mais j'espère que ce genre de mission perdurera après ma disparition. Enclave urbaine dans la forêt littorale, Mananar s'étend sur la côte est de Madagascar. Ce jour-là, les eaux calmes de la baie d'Antongil assistent au branle-bas de combat des médecins de l'océan Indien. Il y a du matériel, par exemple les instruments chirurgicaux, les scialytiques, les bistouris électriques, bref, il y a du matériel que nous amenons à chaque fois lorsque nous nous déplaçons. Nous amenons la totalité de ce dont nous avons besoin, y compris d'ailleurs pour faire l'oxygène. Vous voyez ça, ces appareils-là font de l'oxygène pour éviter d'utiliser les gros obus d'oxygène au bloc opératoire. 5 tonnes d'équipements médicaux et de médicaments sont débarqués sur la plage. Ce matériel vient des Comores, où l'ONG l'a utilisé lors de sa dernière mission. Une partie de l'équipement arrive tout droit de la Réunion, où l'ONG a été créée en 1987. Direction l'hôpital de Mananar. Le seul à des centaines de kilomètres à la ronde dans cette région enclavée de la Grande Île. Oui, le marché est exportable, j'étais surpris moi quand je vois ça. Avec ses 9 médecins, ses 4 sages-femmes et son laborantin, cette structure est plutôt bien dotée. Mais rapportée aux 140 000 habitants du district, cet effectif semble bien dérisoire. Les premières consultations de la mission ont déjà commencé dans le cabinet improvisé du docteur Firoz Koïcha. Bonjour. Et en fait, ils ont laissé l'enfant en fait avec quelqu'un. Et l'enfant a été brûlé depuis presque 1 mois.
c'est là qu'ils étaient au courant. C'est une brûlure mal soignée. Il aurait fallu simplement faire des pansements en mettant les bras à l'écart du thorax. Ça serait pas arrivé dans ce cas-là. Bon, on a dû foutre des pansements n'importe comment. Le bras collé au corps, et à ce moment-là, les deux surfaces brûlées se sont collées et puis ça fait donc une adhérence thoraco-brachiale. Du lixiviant trop tôt. Et qu'il faut attendre au moins encore 6 bons mois. Et que donc, nous, on va s'occuper de ce gosse quand on sera en mission à Tenerife l'année prochaine. Parce que l'année prochaine, à la même date, on sera à Tenerife. Et ça sera complètement cicatrisé. Et nous, à ce moment-là, on peut l'opérer sans avoir des emmerdes d'infection. De façon même là-bas à Tenerife ou à Sainte-Marie, ça va être gratuit. Elle n'aura rien à payer. Natif de l'île Sainte-Marie, le docteur Koitcha a dirigé le service chirurgie de l'hôpital de Belle-Pierre avant de prendre sa retraite. Il organise 3 fois par an des missions de santé éclair dans la zone. En 22 ans de mission humanitaire à travers les 4 coins de Madagascar, du nord au sud et de l'est à l'ouest, la seule chose positive que je note, c'est que les équipements hospitaliers, que ce soit dans les centres hospitaliers ou dans ce qu'on appelle les centres de santé de base, ils s'améliorent. J'ai connu il y a 22 ans des dispensaires où on stérilisait les seringues jetables et les écuilles jetables. Ça, c'est révolu. Le deuxième aspect positif, la plupart de ces centres de santé de base que j'avais connus à peu près il y a une vingtaine d'années étaient gérés par un personnel exclusivement infirmier. Il n'y avait pas de médecins dans les centres de santé de base. Là, maintenant, je dois quand même reconnaître à ma grande satisfaction que la plupart des centres de santé de base sont pourvus de médecins, d'une infirmière et d'une sage-femme. Mais, le grand mais que je vous dirais, c'est que la médecine reste payante. Les tarifs de consultation et des génériques qui sont proposés dans ces différents centres de soins ou dans les hôpitaux atteint un chiffre qui n'est pas abordable par la majorité de la population qui a un niveau de vie assez bas. Dans la salle d'à côté, le matériel n'est pas encore déballé qu'un patient pour le moins inattendu se présente. José, le seul chirurgien de cet hôpital, s'est blessé en tombant de moto. Il faut suturer sa plaie avec les moyens du bord. Moi j'ai quand même du bon matériel ici. Il n'est pas stérile, d'accord, mais c'est du bon truc. Visiblement peu affecté par son accident, José est aussitôt sur pied. Non, mais il n'est pas stérile. Elle n'a jamais été enceinte. Elle était enceinte et puis elle n'a pas eu l'enfant. Elle a perdu l'enfant. Et là, il a posé les pipinots, mandez ça là. Elle porte des couches là, actuellement. Elle porte tout le temps des couches sur elle. Aussi bien quand elle est allongée que quand elle se met debout. C'est une complication qui arrive en général au moment de l'accouchement, lorsque cet accouchement est difficile. C'est-à-dire que l'enfant, quand il essaie de sortir par le voie naturelle, déchire la vessie. Et alors la vessie se met en contact à ce moment-là avec l'utérus. Ce qui fait que donc ils n'ont plus de miction normale, ils ont une incontinence complète. Elles perdent totalement les urines et puis chaque fois elles se baladent avec une serviette pour retenir l'urine qui coule de façon permanente. Il n'y a plus, le réservoir de vessie il est là, mais il est troué. Il est troué dans le vagin. C'est ce qu'on appelle une fistule vésico-vaginale. Et la cure de ce genre d'opération est excessivement délicate. Et c'est pour ça que elle est quasiment infirme à l'âge de 27 ans. Elle n'a pas d'enfant. L'accouchement qu'elle a fait, c'est un enfant mort-né. Alors donc là, elle vit avec cette infirmité de façon permanente. Et en général,
elle vit très mal sur le plan social. La famille la repousse parce qu'elle pue le pipi à longueur de journée. Elle n'arrive pas à se retenir là. Jacques est le mentor du docteur Koitcha, celui qui lui a enseigné la chirurgie à Rouen dans les années 1970. Tu lui dis de bien se relâcher. Mais il n'y a pas de lésion de frottement urinaire comme on a d'habitude. J'ai l'impression que je suis en train de palper comme l'utérus tout en haut, enfin que les cas de l'utérus là. Ça date de combien d'années ça? Il y a 10 ans. 10 ans. Et elle n'a pas plus d'irritation que ça. Elle porte une garniture de pipi. Ouais, en permanence. L'examen est trop douloureux. Il faudra endormir la patiente pour connaître l'étendue des dégâts causés à sa vessie. 10 ans après son accouchement, la jeune femme a peut-être une chance de retrouver une vie plus confortable. La fistule vésico-vaginale n'est pas la seule pathologie négligée par la chirurgie à Madagascar. Les malformations congénitales sont également des stigmates que l'on porte toute sa vie. Ils n'ont pas voulu le prendre en charge à la Tamatave. La Tamatave, ils n'avaient pas assez d'argent, alors ils ont laissé tomber. Alors là, on a entendu que vous êtes là, vous le faites gratuitement, alors on est venu quoi. C'est ce qu'ils disent. It's more 2 millions. Hein? 2 millions. 2 millions. Yeah. 2 millions FMG. Ça a l'air d'un an. Massa. Maf. La petite Hermina a de la chance. Elle sera opérée gratuitement dans la semaine par l'équipe de chirurgie de la mission. Et tu le dis que mercredi, il est strictement à jeun. Hein? D'accord? Tonga, Mitaras. Mananar s'éveille. Cette agglomération de 30 000 habitants doit son nom à la rivière qui la traverse. Même si le noyau de l'équipe est déjà sur place, la mission de santé marathon ne commence officiellement que demain. Une partie de l'équipe médicale sera basée à l'hôpital avec le docteur Koitcha, tandis qu'une délégation itinérante se déplacera dans le district. José s'active. Il faut organiser une pharmacie éphémère pour faciliter les départs en brousse prévus tout au long de la mission. Là c'est Micronazole et là c'est encore Micronazole. Ici c'est la médecine. Tout ce qui concerne la médecine dans l'équipe itinérante surtout. Parce que nous on est presque armés là pour aller en brousse parce que il se peut qu'en brousse on va trouver toutes les pathologies là. Donc il faut s'armer. Le plus malheureux c'est qu'en brousse les gens ne peuvent pas venir consulter les spécialités vu le coût des transports, l'éloignement des lieux là. Donc on essaie de tout faire là-bas, les consultations, les médicaments là. C'est pour ça que on a tous ici les spécialités, il y a l'ORL, il y a gastro, là c'est les anti-inflammatoires, là c'est les vitamines et calcium. Mais là, donc on a là des kits pour en cas de maladie sexuellement transmissible. Là, ça c'est pour les injections. Là. Et là, il y a
des brochures pour apprendre ce qu'il faut faire, qu'il ne faut pas faire, pour éviter que la propagation de la maladie. Donc, voilà. C'est bien, comme ça, ça nous aide beaucoup dans notre travail. Là. La mer est la voie d'accès la moins éprouvante pour gagner Mananar. Le reste de l'équipe, une trentaine de missionnaires, s'est regroupé sur l'île Sainte-Marie avant d'embarquer sur ce catamaran affrété gracieusement. Certains arrivent de la Réunion, d'autres de l'Hexagone, une d'Allemagne. Les 2/3 d'entre eux sont originaires des grandes métropoles malgaches. Pour une raison d'équité, la participation des missionnaires malgaches est indemnisée. À mon avis, chaque médecin a une face cachée de l'humanitaire. Il suffit simplement de titiller un tout petit peu pour que ça révèle au grand jour. Donc, en ce qui concerne le recrutement des missionnaires, pour moi, je n'ai eu absolument aucun souci jusqu'à ce jour. Si je dois faire de tous les missionnaires qui soient réunionnais, malgaches, français de métropole ou comoriens, je crois qu'à l'heure actuelle, on dépasse largement le nombre de 1000 missionnaires qui ont participé à ce genre de mission. Premier jour de mission. L'équipe itinérante s'installe provisoirement dans l'enceinte de l'hôtel de ville. Elle est constituée de médecins généralistes, de pédiatres, de dentistes et d'opticiens. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans la région, grâce aux annonces diffusées sur les ondes. À Madagascar, tout le monde connaît l'ONG du docteur Koicha. Les plus démunis attendent avec beaucoup d'espoir la tenue d'une mission près de chez eux pour se faire soigner gratuitement. Cet instituteur a suivi un traitement de 8 mois contre la tuberculose. Il a pu bénéficier du plan de lutte national élaboré par l'État contre cette maladie infectieuse et hautement contagieuse. Aujourd'hui guéri, ce modeste fonctionnaire garde toutefois des séquelles qu'il n'a pas les moyens de traiter. Il faut examiner, refaire à la radio si possible, faire des examens, prélèvements, kilogrammes, tout ça. Mais Ici, il n'y a pas de radiologie. Pour soulager sa toux chronique, ce maître d'école, exposé quotidiennement aux poussières de craie, devra se contenter de quelques cachets. La radiologie n'est pas la seule spécialité qui manque à l'appel dans ce district malgache isolé. Au niveau optique, gastro, tout ça, ça n'existe pas ici chez nous. Il n'y a pas de ces spécialités-là. Donc, si il y a un minimum de ces choses-là, donc je pense que ça éviterait beaucoup de problèmes. Parce que parfois des petits paysans qui ont des petits lopins de terre, ils sont obligés de le vendre pour pouvoir accéder à ces soins-là, pour aller par exemple vers Tamatave ou vers Tana ou ailleurs. Donc c'est un peu malheureux, mais c'est comme ça. Dans un pays où 70% de la population vit en brousse, l'offre de soins se concentre dans les grandes villes. La plus proche de Mananar, Tamatave, se trouve à 13 heures de route.
Cette portion de la RN5 compte parmi les plus aléatoires de Madagascar. La piste est souvent ensablée. Les déplacements sont soumis aux caprices de la météo et aux humeurs de la marée. Mais l'enclavement n'explique pas tout. D'après le maire de Mananaar, les inclinaisons prodigues des paysans leur jouent parfois de mauvais tours. Un paysan, quand il gagne de l'argent, il a toujours tendance à dépenser de suite, sans penser au lendemain. Donc, ce qui pose problème, et quand la maladie arrive, ils ne peuvent plus s'offrir le soin comme il faut, donc voilà le problème. L'économie de la région prospère grâce notamment à l'exploitation de la vanille. Madagascar est le premier exportateur mondial de ces gousses parfumées. Une grande partie de la production vient de Mananaar Nord. Le district sert également de plaque tournante au commerce du girofle, la première denrée d'exportation du pays. Cultivé en campagne, le giroflier fournit les fameux clous, mais aussi une essence très prisée qui permet de fabriquer l'eugénol, la potion cicatrisante des dentistes. Misy vidiny hely zay ambanivolo toboko tsy dia misy asa loatra atao tsy andeha asa mpanjakana zegny tsisy vola resiny isam-bola tsy maintsy magnano izy vao mba hazo vola hoanigny amin'izay. Retour à l'hôpital de Mananaar, où le bloc opératoire n'a jamais été aussi actif. Le docteur Koitcha s'attaque à une hernie étranglée avec le concours d'une assistante allemande. C'est exactement la même opération qu'on a faite il y a 2-3 jours pour une hernie également étranglée qui a été vue au 6e, 7e jour. Auquel cas, les anses intestinales ne peuvent pas souffrir ce délai d'attente, elles se nécrosent, et elles se perforent. Alors que là, on est arrivé à temps, on a réussi à sauver l'anse qui était en train de souffrir, mais une fois qu'on a libéré de son anneau de strangulation, elle a retrouvé la joie de vivre, elle a retrouvé ses couleurs et on a pu la réintégrer dans le ventre. Jacques se prépare, dans la seule salle qui a le bon goût d'être climatisée. C'est lui qui va opérer la patiente à la vessie déchirée. Le diagnostic établi sous anesthésie n'est pas très encourageant. Chez cette patiente, on a constaté que les dégâts étaient tels que c'était impossible de refaire une vessie avec un urètre et la possibilité de pisser par là. La solution idéale, ce serait chez nous de faire une dérivation des urines à la peau, en général par l'intermédiaire d'un bout d'intestin, et d'avoir un appareillage à la peau. L'appareillage a changé, c'est une infirmité, mais enfin beaucoup plus tolérable que de perdre en permanence entre les cuisses ces urines. Donc, ici, on ne le fait pas parce que les gens ne s'adaptent pas à cet appareillage et puis en plus, ils ne trouvent pas le matériel, les poches de stomie. Ils ne trouvent pas ça sur le marché, ça se trouve nulle part. Donc, on a adopté cette mesure qui est de dériver les urines dans la partie basse de l'intestin, c'est-à-dire que c'est
le rectum qui remplace la vessie. On a encore arrêté la ventilation là? Non. Et moi, je suis tout contre ça se fait complexer à ce aussi. Ah ben non, je sens que on est par le point de la faute. Ça a des conséquences. La première, il ne faut pas que la pression du côlon fasse remonter les urines dans les reins, ce qui esquinterait les reins, les infecterait, etc. Nous, on utilise des petits procédés anti-reflux. L'autre conséquence, c'est qu'une partie des urines va être réabsorbée par la muqueuse rectale. Donc, il faut que les gens boivent beaucoup pour uriner abondamment. On leur dit, est-ce qu'ils le font? Il a fallu une matinée pour venir à bout de cette opération complexe. En recousant la patiente, Jacques s'est piqué avec une aiguille. Heureusement, le test HIV de la jeune femme se révèle négatif. L'opération est un succès. Mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu ce jour-là au bloc opératoire. Et effectivement, nous avons eu une complication gravissime avec le décès d'un jeune gosse de 11 ans qui était porteur d'une très grosse tumeur cervicale. Nous n'avons pas pu faire face à l'énorme saignement que l'exérèse de cette tumeur a occasionné. Nous avons perdu cet enfant. Et alors, ça c'est, si vous voulez, la pilule la plus amère à avaler. Mais l'expédition continue, la caravane poursuit son chemin. Ce genre de décès ne nous arrive pas heureusement fréquemment, mais quand ça arrive, surtout en début de mission, c'est un véritable coup de massue que nous recevons sur la tête. Départ en brousse pour l'équipe itinérante. Bien souvent, les populations ne peuvent pas se déplacer jusqu'à la ville pour accéder aux soins. Les missionnaires décident donc d'aller à leur rencontre, même si les journées passées en brousse ne sont pas de tout repos. Il y a la chaleur et puis la route aussi est très mauvaise. Donc à la fin de la journée, on sent qu'on est fatigué. Mais c'est la routine. C'est en fin de mission qu'on sent vraiment la fatigue. Là, on bosse. On pense pas à ça. Il faut de la motivation aussi. Hein. Mais bon, c'est l'aventure. Pour traverser le cours d'eau, le convoi emprunte un bac dépourvu de moteur. Les missionnaires doivent mouiller la chemise pour hisser la plateforme flottante jusqu'à l'autre rive.
bout d'1h30 de trajet chaotique, le convoi arrive enfin à Ambodivoanie, un village isolé de 9000 habitants. Une fois de plus, les patients sont au rendez-vous. L'équipe s'installe dans un dispensaire dépourvu d'électricité et d'eau courante. Dans un nuage de poussière de résine et de plâtre, 3 jeunes humanitaires fabriquent des prothèses dentaires. Après la prise d'empreinte, on coule le plâtre, avant le plâtre, et je fais le montage. Et lui fait le fourrage de résine. Et après, on fait tous ensemble, on fait le grattage. Après, polissage. Il faut moins d'1 quart d'heure à ce trio d'orfèvres pour façonner une prothèse. Ça, c'est une prothèse provisoire, ça. C'est pas une prothèse définitive en ville. Qu'on met en brousse, donc forcément, ça devient une prothèse définitive. Les prothèses dentaires sont en résine, un matériau moins résistant que le stélite, mais bien plus abordable. S'il ne mange pas des trucs très durs, s'il n'ouvre pas une bouteille avec des dentiers, une bouteille de bière par exemple, ça va rester toute la vie s'il fait attention. Sur la terrasse du dispensaire, les extractions dentaires se pratiquent à la chaîne. La plupart des gens ici sont il faut enlever des 4 dents ou 5 dents, plusieurs dents à enlever, oui, parce que les dents sont presque pourries. S'il y a d'état buccal qui est un peu détérioré, là ça entraîne toutes sortes de maladies, quoi. Il y a au niveau du cœur, au niveau des reins, au niveau de l'estomac. La dentisterie nécessite une logistique impressionnante. Tout le matériel utilisé est soigneusement désinfecté. Au-delà des soins, les missions de l'ONG comportent aussi un volet pédagogique. L'hygiène bucco-dentaire est au centre de leçons de sensibilisation délivrées dans les écoles primaires environnantes. Biscuits, chocolat, gomme, bonbons, coca, Abamti hosti, ay tawon may host tawon. Abamti hosti, makanem ti futsutsi. Antiza dani femuna, abati, abtino shop. Atom sasa matingkat pa. Leva sa kanton manisya. Simba. Au dispensaire, les consultations se poursuivent. Didier se trouve confronté à un illettrisme anormalement élevé dans la région. Dans ces conditions,
difficile pour l'opticien réunionnais de déterminer les besoins de certains patients. L'ophtalmologue a dû rester à l'hôpital de Mananaar pour se consacrer aux opérations. Devant certains cas, Didier s'avoue parfois bien impuissant. Je peux rien faire. Un petit miracle va toutefois s'accomplir en fin de journée. Un dixième d'acuité. C'est une jeune fille qui a 25 ans et qui a une myopie de -4. Et donc sans lunettes, elle voit à peine un dixième d'acuité. Et là, gros coup de chance, je peux lui fournir une lunette de vue en verre anti-reflet à -4. Elle monte à 10 dixièmes, donc elle retrouve une vue normale, avec en plus un clip qui lui permet d'avoir des lunettes de soleil. Alors ça, c'est des lunettes de récupération qu'on a récupérées dans les magasins. Donc en fait, on fait un contrôle de vision, une réfraction, et on donne la lunette qui se rapproche le plus de la puissance qu'on a trouvée. Et là, donc, un gros coup de chance, elle a une myopie simple, -4, et elle passe quasiment de 1 à 10 dixièmes d'acuité. La plupart du temps, c'est des hypermétropes ou des presbytes. Donc on corrige en vision de près, là c'est un peu plus facile. Et des verres de myopie, en fait, on n'en a pas beaucoup. Et quand on en a, c'est encore plus rare qu'on ait exactement la correction qui corresponde à la myopie, tout simplement. Dimanche, jour de repos et de prière. La majorité des Malgaches est de confession chrétienne. Le culte des ancêtres n'en demeure pas moins ancré dans les traditions locales. Catholiques et protestants s'invitent régulièrement sur la scène politique à travers le FFKM, un puissant lobby chrétien. Dans un pays secoué par les putschs, il n'est pas rare de voir l'Église seconder l'État défaillant en matière d'éducation et de santé notamment. Son implication sociale, jusqu'aux confins de la brousse, explique sans doute sa popularité. L'ONG aussi s'accorde un répit dominical. Pour le docteur Koitcha, c'est sacré. À chaque mission, son match de football. Car derrière le chirurgien se cache un adepte du ballon rond et un fidèle supporter de l'équipe de France.
L'équipe de missionnaires affronte les joueurs de Mananar. Et à ce jeu-là, le fils du docteur Koitcha, reconverti en logisticien, se montre assurément le plus adroit. Cette journée de détente fait office de respiration pour les 36 missionnaires. Elle leur permet d'évacuer la fatigue et les émotions engrangées au cours de la mission, ainsi que le stress et les peurs. Car toute aventure humanitaire comporte des risques, en particulier à Madagascar, qui reste un des pays les moins développés au monde et les plus instables politiquement. En juillet 1995, une mission organisée dans l'ouest de la Grande Île a connu un dénouement tragique. Un accident terrible auquel le docteur Koitcha a miraculeusement survécu. Mon parcours d'humanitaire a été grevé par des tragédies. Une seule, la plus importante, c'est que nous revenions d'une mission sur la côte ouest de Madagascar, à Métran, et nous avions affrété un DC-3 de l'armée malgache, qui nous avait fait donc 3 parcours sans difficulté entre Tananarive et Métran. Au dernier parcours, nous avons été victimes d'un crash où j'ai perdu 20 des 22 missionnaires qui constituaient l'équipe qui s'était rendue à Métran. Je me suis posé la question de savoir s'il fallait continuer ou pas, parce que toutes les conditions de sécurité ne sont pas réunies à Madagascar, loin de là. Et je me suis dit que, par mémoire, à l'égard des 20 personnes qui sont mortes dans cet accident, il me paraissait difficile de croiser les bras et de dire, bon, les conditions de sécurité n'étant pas réunies, on arrête. Je n'ai pas arrêté. Je n'ai pas arrêté, j'ai pris la décision de continuer ce parcours. Malgré les embûches d'insécurité qui entourent ce genre de mission. Nous en étions à l'époque à notre 13e mission et nous sommes aujourd'hui à notre 55e mission. Donc je pense que cette décision de continuer ce parcours humanitaire malgré les embûches d'insécurité qui sont là, qu'on essaie de réduire au minimum, mais qu'on n'arrivera jamais à réduire au risque zéro. Cela me donne donc la conviction que cette aventure méritait d'être poursuivie. La mission touche à sa fin. Un détachement de 2 médecins se rend à la prison de Mananar. La promiscuité rend les détenus particulièrement vulnérables aux maladies contagieuses et notamment aux maladies sexuellement transmissibles. Avec son port, Mananar est une ville de passage pour de nombreux négociants de girofle, de quartz, de café ou de vanille. Ici, tout le monde sait que ces marins venus parfois d'aussi loin que l'Asie ne laissent pas que des devises comme carte de visite. Résultat, le sida et la syphilis rôdent jusque dans la brousse. Officiellement, les détenus ont droit à la visite d'un médecin en cas de besoin. Mais les soins restent insuffisants. Il faudrait plusieurs injections de pénicilline pour guérir ce prisonnier, mais il n'en a reçu qu'une seule.
Denise, la vice-présidente de l'ONG, entame sa dernière journée à l'hôpital. Dès les 2 premiers jours, le programme opératoire de la semaine est rempli. Bon, forcément, on est obligé de faire des choix selon les cas. On est obligé de rationaliser tout ça et c'est toujours un choix difficile. C'est toujours un choix très difficile à faire. Il y a des gens qui arrivent de la brousse, de très loin, qui ont marché pendant 3 jours pour venir se faire soigner. Et malheureusement, il y en a qui arrivent quand on a tout emballé. Et là, ça fait mal au cœur. L'heure est à la convalescence pour ceux qui ont eu le privilège d'être admis au bloc. Au pavillon des femmes, la patiente opérée d'une fistule vésico-vaginale a retrouvé le sourire. Elle a beaucoup souffert après son accouchement qui lui a déchiré les entrailles. Sa famille l'a soutenue et son mari l'a quittée car elle ne pouvait plus avoir de rapport sexuel. La jeune femme pourra bientôt retrouver sa famille et son travail au champ. Elle n'a plus besoin de solutés de perfusion et peut s'alimenter normalement. Ici, ce sont les familles qui s'occupent de l'alimentation et de la toilette des malades. L'équipe dirigée par Marcel prépare les patients pour le bloc et délivre les soins post-opératoires. Nous sortons aux alentours de 11h, 11h30 pour dormir à minuit, se relever vers 6h, 5h30 et venir ici à partir de 7h15, 7h30. Voilà, ce qui fait quand même des journées considérablement longues. On fait ça pour rendre service, c'est tout. On ne se pose pas de questions. Si on était salarié, on ne ferait jamais ça. On n'accepterait pas. Mais ici, on est bénévole et on est tous volontaires. Voilà. Nous en arrivons au vif du sujet, parce que vous êtes tous en train de vous demander, cette bande de 36 missionnaires qui constituaient la mission, qu'est-ce qu'ils ont fait de bon et quels sont les chiffres. Pour cette mission de Mananar, nous obtenons un objectif de 9000 patients. Si, d'après mes calculs, chaque acte thérapeutique, qu'il soit chirurgical, médical ou de spécialité, ne nous coûte à peine que 5,5 €. Puisque le coût d'une telle mission est évalué à peu près à 50 000 €. Ces missions sont chères. Et donc, si un tel déplacement avec un tel déploiement des ressources aussi bien humaines que financières n'aboutit qu'à traiter 6 000 ou 7 000 patients, cela nous agace. Avec plus de 9000 patients pris en charge en l'espace de 9 jours, la mission de Mananar compte parmi les plus performantes de l'histoire de l'ONG réunionnaise. Étant donné l'ampleur des besoins en matière de soins dans ce district enclavé, le Dr Koitcha promet d'y retourner l'an prochain.
J'ai effectivement 72 ans et beaucoup de gens se posent la question de savoir jusqu'où il ira. Je pense que je continuerai à faire ce travail jusqu'à ce que mes mains tremblent. Le jour où mes mains vont commencer à trembler, je pense qu'à ce moment-là, j'arrêterai d'opérer. Mais j'espère être utile en dehors du bloc opératoire et que j'espère que ce genre de mission perdurera après ma disparition. Vous savez, j'avais posé la même question au père Pedro, qui est pour moi un maître à penser, qui est pour moi la source d'énergie indispensable lorsque je commence à déprimer. C'est le père Pedro que je vais voir et c'est auprès de lui que je retrouve l'essentiel de recharge de mon accu. Je lui avais posé la question, mais père Pedro, vous disparaissez, ça devient quoi? Il m'avait dit, vous croyez, docteur Koïtcha, que c'est moi qui ai fait ça? C'est là-haut, il décidera ce qu'il adviendra. Je pense que, bon ben, à mon avis, je vous donne la même réponse.